Bienvenue sur Tendance économique, un magazine de reportage et d'analyse des enjeux de la croissance économique sur le continent africain. Les investissements privés ont chuté de près de 13,9% au premier trimestre 2016 au Cameroun. Malgré son potentiel, l'industrialisation reste faible dans le pays et les entreprises locales peinent à jouer leur rôle de moteur de la croissance économique. Pourtant, lors de la conférence économique internationale de Yaoundé, des invités spéciaux, le milliardaire nigérian Tony Elumelu et le banquier camerounais Paul Fokam ont plaidé pour plus d'accompagnement et de valorisation des entrepreneurs africains. À l'heure actuelle, quels sont les obstacles à l'émergence des champions nationaux? Pourquoi l'industrialisation reste faible au Cameroun? Pour en parler ce soir, je reçois sur ce plateau Audrey Chicot. Bonsoir. Bonsoir Cédric. Vous êtes femme, chef d'entreprise, une entreprise spécialisée dans la fabrication mécanique et la maintenance industrielle, leader au Cameroun et dans la sous-région Afrique centrale. Et vous avez certainement suivi cette conférence économique internationale quelques mois après la mise en place d'une politique en vue de promouvoir les champions nationaux et d'industrialiser le pays reste encore peu visible. Audrey Chicot, l'assainissement de l'environnement des affaires au Cameroun est-il désormais plus favorable aux entrepreneurs locaux que vous êtes? Je ne pense pas que ce soit plus favorable aux entrepreneurs locaux qu'aux entrepreneurs étrangers parce que en fait, on a fait un plan d'assainissement global qui n'a pas distingué les locaux des extérieurs. Alors, justement, et il faudrait aussi qu'on communique sur l'importance d'investir local. Sinon, les gens n'ont pas encore compris que ce plan a été mis en place, qu'il a été mis en route pour les locaux. On a l'impression que l'investissement doit arriver de l'étranger et non pas de l'intérieur. Justement, parlant de ces investissements privés locaux, vous êtes justement une chef d'entreprise. Quelles sont les difficultés, les obstacles que vous rencontrez, vous qui êtes dans le domaine de la fabrication mécanique et la maintenance industrielle? Alors, déjà, il faudrait dire que je suis, en tant que seule femme dans le continent, dans le secteur de la fabrication mécanique et la maintenance industrielle, je peux dire que je suis un peu, je me suis heurtée à beaucoup de problèmes que on ne peut pas égrener sur un plateau de télé. Mais les principaux problèmes qu'on a, les principaux obstacles qu'on peut avoir, c'est d'abord cette absence de l'accompagnement de l'État. On ne ressent pas l'accompagnement de l'État derrière les industriels, parce qu'il faut dire on parle là de l'industrialisation, donc derrière les industriels, on ne ressent pas le soutien du ministère des Finances par rapport aux banques, au secteur bancaire, pour stabiliser et réguler la situation avec les entreprises locales. Je vous en prie, Audrey Chicot, d'abord sur l'accompagnement de l'État. Qu'est-ce que vous attendez concrètement et qui ne semble pas venir de la part du gouvernement? Il existe déjà une agence nationale de promotion des PME. Il y a une banque des PME qui a été également mise en place. Qu'est-ce qui manque? Est-ce que ces structures réussissent à pouvoir jouer leur rôle, justement? Déjà, je vais dire qu'il y a plus de structures. En matière de structures, le Cameroun a, je pense, le plus gros panel de structures d'accompagnement qui existe actuellement en sous-région CEMAC. Parce qu'on a le bureau de mise à niveau qu'il ne faut pas oublier, on a le CCIMA, la bourse de sous-traitance et de partenariat. Maintenant, je pense que les agendas des uns et des autres ne sont pas très explicites. Du coup, les uns et les autres se retrouvent à faire des boulots, le même travail et on n'avance pas. On n'avance pas en réalité. Pourquoi? Parce que chacun se focalise, en fait, il s'approprie un peu le système comme une forme de terrain titré, où chacun a un titre de propriété et il doit imposer sa loi. Non. En fait, ce que nous attendons, en réalité, dans l'accompagnement, ce n'est pas tellement le fonds, l'argent en lui-même, mais nous voulons le matériel de production. Le matériel de production, ce qui m'amène à dire donc que ces organismes que l'État met en place doivent repenser leur politique en matière d'accompagnement et arrêter de mettre l'argent en avant parce que l'argent est le principal problème qu'on a dans ce pays. Un industriel veut une usine de fabrication mécanique, vous lui donnez une usine et des machines.
vous ne lui donnez pas de l'argent parce qu'on sait où l'argent finit généralement. Justement, vous posez le problème de la disponibilité du matériel de production. Et sur cet aspect-là, il faut savoir que le matériel est essentiellement importé de l'Occident. Est-ce qu'avec le port autonome de Douala, les barrières douanières, cela est évident pour vous de pouvoir justement entrer en possession de ce matériel-là pour pouvoir travailler, pour pouvoir assurer la maintenance industrielle et cette fabrication mécanique? Déjà pour nous, je vais vous dire quelque chose que les gens ne croient généralement pas, mais nous arrivons déjà à fabriquer certaines de nos machines, les plus lourdes. Donc ça doit vous dire que, en fait, ce que je veux en arriver au fait que c'est pas seulement une question d'importation d'abord. Qu'est-ce qu'on a localement? Je ne suis pas seulement chef d'entreprise, je suis aussi la présidente de l'association des fabricants du Cameroun. On a un panel de plus de 62 fabricants au Cameroun. Mais à chaque fois qu'il faut fabriquer la moindre petite machine, on va la chercher en Asie. On ne veut pas savoir si localement on a la possibilité de le faire. On a les possibilités de faire tout cela. Maintenant, le port... Donc le gouvernement n'accorde pas des marchés à ces fabricants locaux pour pouvoir justement répondre aux besoins des projets structurants qui sont en cours? Moi, je ne veux pas qu'on parle toujours du gouvernement. On a un secteur privé qui ne veut pas s'organiser, qui ne veut pas prendre ses responsabilités. Ce n'est pas seulement le gouvernement qui peut passer des commandes. On a déjà au niveau national, les grandes entreprises nationales. Je vais vous dire quelque chose qui va certainement choquer les esprits, mais c'est la vérité. Les entreprises internationales passent plus de commandes locales que les grandes entreprises nationales. C'est un fait qui est établi et il est là. Comment expliquer cette situation-là? C'est simple. Cette situation, je vais l'expliquer comme me l'a expliqué en quelques mots le nouveau directeur général d'une des sociétés de la place. Il m'a dit, écoutez, dans une entreprise comme la nôtre, il y a combien de blancs? Ça veut dire que quand vous avez des soucis, les soucis vous viennent d'où? C'est aussi simple que ça. Il a tout dit. Nous-mêmes, entre nous, il y a trop d'égoïsme, trop de personnalisation des situations qui font que nous-mêmes, nous n'arrivons pas à nous approprier notre secteur privé. Ce n'est pas l'État qui va tout faire. Moi, j'ai créé mon entreprise. Là où je l'ai mise jusqu'à aujourd'hui, l'État, pour l'instant, j'ai été déclarée championne, mais ce n'est pas l'État qui m'a mise là où je suis aujourd'hui. Justement, sur votre parcours, en tant que fabricante et qui s'occupe également de la maintenance industrielle, le gouvernement s'était engagé à pouvoir accorder au moins 30 à 40% du marché de la sous-traitance industrielle aux entrepreneurs locaux. Est-ce que c'est la réalité qui est pratiquée et observée sur le terrain? Non, pas du tout. On n'a même pas encore 10%. Mais seulement, je dis une fois de plus, il faut qu'on arrête de parler gouvernement. Le gouvernement a mis en place une bourse de sous-traitance et de partenariat qui, en réalité, est chargée justement de mettre en relation les petites moyennes entreprises avec les grandes entreprises et les multinationales. Cette bourse de sous-traitance ne fait pas son boulot. Elle n'arrive pas, on a un directeur général de la bourse de sous-traitance qui ne peut pas aller rencontrer un directeur général d'une entreprise, une multinationale pour lui dire, mais est-ce que vous avez, quand on regarde vos comptes aujourd'hui, est-ce que vous avez atteint vos objectifs de 30% de passation de marché en local? Non. Est-ce qu'il faut qu'est-ce qu'il faut donc faire? Peut-être que moi, on a vu avec au niveau du ministère, est-ce qu'il faut encore créer un comité qui va se charger de réguler cette multinationale dont vous parlez, qui n'accorde pas assez de marché aux entreprises locales, elles évoquent qu'il n'y a pas la compétence de la part des entreprises camerounaises pour pouvoir assurer ces marchés de sous-traitance industrielle? Je ne sais pas si c'est valable pour les autres, mais ce que j'ai dit la dernière fois au ministre, je le répète ici, allez dans les zones industrielles, allez même au fin fond des quartiers. Le Cameroun est l'un des pays où l'industrialisation de base est le plus ressentie. Mais pourquoi cette industrialisation de base n'émerge pas? Est-ce que ces gens vont aller dans les sous-quartiers chercher des fabricants? Non. Ces fabricants doivent d'abord se mettre eux-mêmes en avant, se positionner sur les marchés, prouver leur valeur. Moi, j'ai des contrats avec, tous les contrats que j'ai, ça va encore vous étonner une fois de plus, tous les contrats que j'ai, je les ai avec des entreprises internationales. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? C'est pas possible, ce n'est tout simplement pas possible. Ça veut dire que le problème vient du secteur privé camerounais en lui-même. La maladie est là. Ce secteur privé fait face aussi à notre problème, celui de la fourniture de l'énergie électrique. C'est l'un des maillons faibles de l'industrie locale. Comment vous vivez ce problème? Très mal. Alors là, ça c'est un problème. J'espère qu'en 2017,
les différents ministères vont véritablement se pencher sur ce problème parce que en matière aujourd'hui de fourniture d'énergie, il n'est pas normal qu'une zone industrielle, une entreprise étant établie dans une zone industrielle comme la mienne, passe une semaine sans énergie et soit obligée de tourner sur un groupe électrogène. Je ne sais pas si vous imaginez ce que cela peut donner au niveau de la production. Ça diminue la production, ça nous déstabilise auprès de nos clients et ça donne cette mauvaise image du Camerounais qui n'arrive pas à entrer véritablement dans l'industrialisation. Donc il faut véritablement régler ce problème d'énergie. Le gouvernement, moi je pense que au niveau de la présidence de la République, ils font leur part. Maintenant, au niveau de la décentralisation, est-ce que c'est suivi? C'est là où je pense qu'au niveau de la décentralisation, la vision n'est pas encore suivie. Il faut peut-être que quelqu'un pointe du poing sur la table pour dire « stop, il faut qu'on y aille ». Alors, autre problème auquel vous faites face, c'est celui de la main-d'œuvre qualifiée. Et lors de la conférence économique internationale, on avait demandé au gouvernement camerounais d'orienter la formation des jeunes vers les métiers industriels, vers des filières industrielles qui sont plus porteuses. Est-ce qu'aujourd'hui, en collaboration avec les universités, vous avez le sentiment que le niveau de qualification des jeunes Camerounais s'améliore pour pouvoir répondre aux besoins des industries installées au Cameroun? Déjà, je vais dire qu'on n'a pas attendu la conférence économique. Moi, cette conférence économique, pour l'instant, je n'en vois pas les retombées. On n'a pas attendu la conférence économique. Le Cameroun a pris de l'avance, une longueur d'avance. On avait déjà 3 centres qui étaient mis sur pied pour la formation pratique des jeunes, pour reprendre le volet formation. Maintenant, on a un problème au niveau de la collaboration entre le ministère en charge de la formation et les entreprises. Il y a trop, je dis encore, il y a trop d'individualisme, trop d'égoïsme, trop d'appât au gain ça ralentit tout en fait. Parce que tant qu'il n'y aura pas ces partenariats entre le secteur public et le secteur privé, c'est nous qui demandons la main-d'œuvre, c'est nous qui savons ce que nous voulons. Alors, si on ne vient pas nous demander, de quoi vous avez besoin, comment est-ce qu'on va s'en sortir? Pourquoi le secteur public et le secteur privé n'arrivent justement pas à s'entendre alors qu'ils doivent marcher ensemble pour construire l'économie, pour construire la croissance du Cameroun? C'est une question d'individu. Moi, je pense que, aujourd'hui, je pense que je suis la preuve existante qu'on peut quand même faire évoluer le partenariat public-privé parce que j'évolue avec tous ces organismes. Je parle de ces organismes parce que je travaille avec ces organismes. J'évolue à l'intérieur. Mais maintenant, les autres chefs d'entreprise sont démissionnaires. Je me retrouve sur un ring où on a en face plusieurs adversaires et où je suis la seule combattante. Je suis la seule à dire mais il faut qu'on y aille. Et les autres, ils sont où? C'est pas l'administration qui va faire des choses à notre place. On prend le cas, qu'est-ce qui a fait évoluer l'Afrique de l'Est et l'Afrique aujourd'hui, par exemple, le Nigeria? C'est le secteur privé. C'est le secteur privé. Mais le secteur privé au Cameroun se plaint de ce que le secteur public ne lui accorde pas la place qu'il faut pour qu'il puisse jouer le rôle de moteur de la croissance. Le secteur privé se plaint trop. En fait, le Camerounais se plaint trop et ne fait rien. On bavarde beaucoup, on fait beaucoup de réunions où on passe beaucoup d'argent et c'est autant de choses. On fait beaucoup de colloques, beaucoup de comités, beaucoup de réunions où on passe beaucoup d'argent qui pourrait servir à l'industrialisation. Et on mange, on boit, on prend sa voiture et on repart. Non, il faut arrêter avec ces situations. Il faudrait que le secteur privé se prenne d'abord en main. Je vous ai donné un exemple. Moi, je suis là devant vous. Aujourd'hui, si je peux représenter le Cameroun, la sous-région CEMAC, la sous-région CEDEAO, au TICAD, c'est pas parce que le gouvernement m'a choisi. Je suis parti par l'ONUDI à travers mes efforts. C'est moi, je vais vers l'administration tout le temps. Je me bagarre. Je leur pose des problèmes. Je les invite à venir. Je les tire même. Je fais beaucoup d'efforts pour qu'ils viennent voir. Et rendez-vous compte, c'est quand ils arrivent sur place qu'ils se rendent compte qu'une entreprise comme la mienne existe au Cameroun, qu'elle fabrique ce qu'on est capable de fabriquer. Nous avons fait en 2015 l'exposition au MIDEST. Pour la première fois, un pays africain de la CEMAC, CEDEAO, les deux conjoints, a exposé des pièces fabriquées en sous-région. Alors, ce que vous dites pose le problème justement de la mise en place des conditions favorables à l'émergence des champions nationaux. Contrairement au Nigeria et aux autres pays d'Afrique de l'Est, le Cameroun a-t-il une politique pour pouvoir promouvoir ces entreprises locales? Le Cameroun a eu, dans les années 70, cette politique qui a fait émerger beaucoup de géants aujourd'hui, parce que il faudrait qu'on arrête un peu cette politique d'hypocrisie qui ne sert à rien, que nos aînés arrêtent un peu ça. Le Cameroun, dans les années 70, a eu une politique de champion. On a eu, à ce moment-là,
le groupe Fotso, on a eu le CCC par Fadil, on a eu les Grands Moulins. C'était une volonté de l'État de les accompagner. Ce qui se fait dans tous les pays. Ali Dangote aujourd'hui, Tony Elumelu, ils ont derrière eux le gouvernement qui, quand il y a un marché à l'international, je vous assure, ils partent avec ces gars pour le gagner. La France, c'est simple, hein, prenons le cas. Quand la France se déplace, le président de la République se déplace avec des investisseurs, des gens, du potentiel en fait industriel. Et c'est pas faute que le président de la République ne le fasse pas. Mais il le fait avec qui? Avec les principaux regroupements patronaux qui se regroupent entre eux, laissent les entreprises intermédiaires, donc moyennes, et vont se pavaner, rentrent sans rien finalement. Au finish, on a 2 ou 3 entreprises qui émergent. Maintenant, il y a une nouvelle dynamique qui est en train de se mettre en place pour remettre cette politique des champions sur pied. Quels sont donc les enjeux de la promotion des champions nationaux pour que les Camerounais et les Africains qui nous suivent comprennent quels sont les enjeux de promouvoir des entreprises africaines, des entreprises camerounaises pour qu'elles soient des championnes et qu'elles deviennent des capitaines d'industrie? Quel est l'enjeu? En fait, il y a plusieurs enjeux qui se regroupent en un seul mot: l'industrialisation. Si nous voulons nous industrialiser, peut-être même avant l'horizon 2035, il faut promouvoir les champions. On prend des champions, on les suit, on leur donne le nécessaire pour pouvoir fonctionner et non pas venir leur faire perdre leur temps en réunion, en colloque, en ceci. Non, c'est pas de ça qu'on a besoin. Je prends le cas. Ensuite, il faudrait vraiment, moi je voudrais revenir sur cette situation du Kaizen. Le Kaizen est un élément très essentiel dans toute évolution. On prend souvent le cas de l'Afrique de l'Est, l'Éthiopie et le Kenya. Qu'est-ce qui a fait éclore ces 2 pays? C'est parce que d'abord, ils ont eu 10 ans de Kaizen. De quoi il s'agit, cette stratégie? Alors, c'est une politique japonaise de revalorisation de l'être humain, de reconscientisation de l'être humain, de façon à ce qu'il se réorganise et optimise donc les valeurs qui sont les meilleures, ça veut dire les valeurs du travail, les valeurs même, parce que quand on a optimisé les valeurs au niveau de son milieu de travail, forcément on le transfère chez soi. Donc, on a commencé ce projet l'année dernière, on sera à la 2e phase cette année. J'exhorte, mais vraiment, il faudrait que ce projet soit soutenu et qu'il passe vers l'administration. Ça ne sert à rien de venir mettre un projet comme ça dans les industries. Ok, les industries vont changer de mentalité. Mais celle de l'administration reste forte, ferme, et elle va dans un sens le plus noir possible. Donc pour vous, le véritable problème à l'émergence, à l'industrialisation, c'est l'administration publique et ces lourdeurs bureaucratiques, la corruption et l'égoïsme de la part des fonctionnaires? Exactement. Maintenant que vous avez tout dit, comment est-ce que je vais le redire peut-être avec mes mots? Il faudrait que les mentalités changent. Les mentalités changent. Il ne faut pas que les gens attendent dans l'administration que ce soit le président de la République Paul Biya qui descende faire leur travail à leur place, ou alors qu'ils attendent qu'on leur donne un pot de vin pour qu'ils fassent leur travail parce qu'ils reçoivent un salaire pour faire ce travail. Ça veut dire que la corruption, les problèmes de corruption dont se plaignent généralement plus les étrangers, mais encore maintenant les Camerounais en sont plus victimes. Nous-mêmes, les Camerounais, nous-mêmes les chefs d'entreprise et les Camerounais de façon générale, arrêtons de corrompre. Peut-être à ce moment-là, il n'y aura plus de corrompus. Essayons de nous battre avec des moyens légaux qui existent. Il existe des moyens légaux pour entrer en possession de ces droits. Essayons d'abord de les utiliser avant. Et si ce n'est pas possible, on se plaint. Alors, une autre plainte, justement, que vous évoquez, vous qui êtes les chefs d'entreprise camerounais, c'est celui de la politique fiscale telle qu'elle est pratiquée. Est-ce qu'elle permet, justement, de pouvoir continuer à réaliser des chiffres d'affaires importants, dégager des bénéfices pour les réinvestir pour l'expansion, bien sûr, de vos différentes entreprises? Sérieusement, moi, je pense que oui. Je pense qu'en réalité, la politique fiscale actuelle, telle qu'elle est sur le papier, si elle était appliquée, permettrait à des entreprises d'évoluer. Parce que l'administration fiscale n'est pas seulement répréhensive. Elle n'est pas là que pour la brimade. C'est faux. Je ne sais pas comment les autres font pour travailler. Je sais qu'il y a beaucoup, c'est vrai, il y en a beaucoup qui arrivent et qui vous font un peu de chantage, qui essaient de vous menacer un peu. Mais c'est autre chose. Vous êtes un chef d'entreprise. Vous avez pris des risques. Si vous n'êtes pas capable de défendre ce risque, qu'est-ce que vous faites donc là? Un inspecteur des impôts qui vient vous voir pour vous dire, eh ben voilà, madame, il vous faut donner ceci. Vous allez voir le ministre. Le ministre a le devoir de vous recevoir.
Et moi, je dis à ces ministres aussi qu'il faut qu'ils comprennent qu'ils ont le devoir de recevoir les chefs d'entreprise parce que c'est nous qui payons les impôts qui permettent le bon fonctionnement de l'État. Justement, il y a la création des emplois au Cameroun qui reste un épineux problème, des emplois décents pour des jeunes. Est-ce que le gouvernement n'a pas un peu failli en se limitant à la création des emplois au lieu d'orienter les jeunes vers l'entrepreneuriat, vers la création des richesses? Je pense que le gouvernement met en place des choses. C'est ça qui me dérange un peu. C'est que quand on travaille avec le gouvernement, on connaît un peu ce qui se met en place. Mais c'est dans le suivi que tout se casse, en fait, en réalité. Aujourd'hui, depuis qu'on a commencé à parler de mentoring, d'essayer de faire des start-up, de les encadrer, tout le monde s'engouffre là-dedans. Pourquoi? Parce qu'il y a des subventions. Il y a des subventions, mais est-ce que ces subventions reviennent à ces jeunes? Non. Ce sont des choses qu'on doit faire par patriotisme. L'esprit patriotique a foutu le camp dans ce pays et tant qu'il ne sera pas revenu... Vous parlez du patriotisme économique, comme on l'a entendu aux États-Unis et en France. Patriotisme économique, promouvoir les nationaux dans le monde, dans la consommation des produits. Est-ce qu'au Cameroun, cette réalité-là existe? Non, elle n'existe vraiment pas du tout. Je vais vous prendre le cas, par exemple, d'un secteur qui me tient terriblement à cœur, le secteur bois. On importe dans tous nos ministères des meubles en aglo. Du bois, c'est pas du bois, c'est de la sciure de bois agglomérée. Alors que nous sommes un pays qui a du bois, producteur de bois. On a des artisans locaux qui font déjà un travail suffisamment élevé. Commençons d'abord, je pense qu'au niveau de la passation des marchés, il va falloir séparer en fait en deux. La passation des marchés commerciaux et la passation des marchés industriels. Parce que quand on mélange les deux, on dit passation des marchés, point. Un industriel n'est pas un commerçant qui va juste acheter et venir revendre. Un industriel, c'est quelqu'un qui transforme. Donc, il a des conditions qui ne peuvent pas être les mêmes que celui qui va acheter et venir revendre. Qu'on les mette en concurrence, c'est une chose, mais qu'on mette des industriels en concurrence entre eux et en local. Si on dit, par exemple, dans un ministère, prenons je reste dans le secteur bois, on dit, on ne veut plus voir d'agglo. C'est simple, hein, c'est tout. Il n'y aura plus d'importation. C'est le cas au Nigeria, où on a arrêté l'importation des meubles pour promouvoir les artisans locaux. Au Cameroun, ce n'est pas encore le cas. C'est déjà le cas parce que le ministre Moutazé a impulsé là-dessus. Ça, et je dis pas seulement que, moi je parle pas de choses que je n'ai pas vues. Il a impulsé lors de la rencontre secteur public-privé à Douala et il a commencé à réaliser, j'ai vu des meubles de mes propres yeux à Yaoundé, dans son ministère, dont la finition n'est pas très très bonne. Je suis d'accord que la finition n'est pas bonne. Mais comment est-ce qu'ils vont faire pour s'améliorer s'ils n'ont pas des marchés? Vous voyez un peu ce que ça représente seulement l'équipement de l'État en matière de bureaux et d'ameublement. Ça peut faire générer un véritable engouement au niveau du secteur bois. Mais pour cela, il faut aller trouver des partenaires qui vont venir donc maintenant nous enseigner à ces artisans la qualité finition. On revient toujours là à la mise à niveau des entreprises camerounaises. Il existe pourtant un bureau de mise à niveau. Est-ce qu'il joue justement ce rôle-là pour permettre aux artisans, aux PME locales de pouvoir avoir le savoir-faire et la compétence nécessaire pour justement obtenir ces marchés-là? Je pense que c'est ce que j'en ai discuté la dernière fois avec Madame le directeur général. Je leur disais, je pense qu'on a biaisé les compétences du bureau de mise à niveau à partir du moment où on a scindé en deux catégories. On a l'aspect immatériel qui est subventionné à hauteur de 80%. L'aspect immatériel, ça veut dire les accompagnements, les cabinets, les consultants. Et l'aspect matériel qui est subventionné à hauteur de 20%. Quand on sait que dans une production industrielle, ce qui est le plus important, c'est la chaîne de production et donc les machines et le matériel. On vous dit que c'est subventionné à 20%. Pendant ce temps, le gros du chiffre part dans les cabinets et donc ce sera jamais rentable. Il faut repenser la politique du bureau de mise à niveau. C'est vrai, aujourd'hui peut-être parce que les fonds nous viennent beaucoup plus de l'extérieur, mais l'État camerounais a la capacité de mettre les fonds à disposition et donc inverser un peu cette tendance, qu'on passe de l'immatériel à 20%, qu'on passe de matériel à 80% et qu'on donne des solutions clés en main. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous suivez Tendance économique. Cette émission est consacrée aux enjeux de l'industrialisation à travers la promotion
des champions nationaux. Sur ce plateau avec nous, Audrey Chicot, promotrice d'une entreprise spécialisée dans la fabrication mécanique et la maintenance industrielle. On évoquait justement les possibles solutions pour amorcer cette industrialisation bien avant le cap de l'émergence fixé en 2035. Et on parle de la promotion des champions nationaux. D'autres pays nous ont devancés, le Nigeria, le Togo, également le Kenya, le Rwanda. Comment le Cameroun peut-il justement se mettre lui aussi sur les rails de cette promotion des champions nationaux? Alors déjà, il va peut-être falloir qu'au niveau des ministères, qu'on définisse exactement qui fait quoi. Promouvoir des champions, nous, mon entreprise a été promue championne et stratégique pour l'industrialisation du Cameroun. Mais au niveau de l'accompagnement à l'international, parce que il faut je peux dire que j'ai déjà sécurisé un peu au niveau du Cameroun, parce que je ne dois pas m'accaparer. Quand on a un champion, le champion doit tirer aussi les autres. Il faut faire attention à ça aussi. C'est que quand on a un champion, le champion doit comprendre qu'il a aussi des responsabilités. L'État investit sur vous et vous devez tirer les autres qui sont plus jeunes que vous, moins expérimentés que vous, vers le haut, pour que vous puissiez avancer ensemble. Ça ne sert à rien d'être seul. Un champion, non, ça ne donne rien. C'est une équipe. C'est une équipe qui peut être gagnante. Maintenant, à côté de cela, moi je pense qu'il faudrait que le conseil technique de la présidente de la République se penche sur les cas de terrain. Le problème qu'on a principalement, c'est qu'on a une capitale économique et des industries qui sont excentrées de la politique, et dont la politique s'asseye à Yaoundé parle de l'industrie qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne maîtrisent pas. Vous parlez là des réformes foncières pour permettre aux industriels et également de permettre de connaître les réalités plutôt, les réalités auxquelles c'est de connaître les réalités, c'est de descendre sur le terrain. Un ministre qui reste 365 jours dans son bureau à Yaoundé ne saura jamais ce qui se passe à la zone industrielle Madi de Bassa ou à la zone industrielle de Bonabéry. Ils ont commencé à descendre, c'est bien, c'est un début, c'est une amorce. Mais il faut que ça se multiplie. On ne peut pas avoir une seule rencontre par an avec le ministre, le Minipat, une seule rencontre du secteur privé et secteur public par an, c'est très peu. On a une seule rencontre avec le PM par an pour faire le point et la situation, c'est très peu. Entre-temps, je suis d'accord que les rencontres, moi, ça coûte trop cher de toutes les façons. Entre-temps, il faut qu'ils déploient leurs équipes. Pourquoi est-ce qu'on a des régions? Mais ces gens restent dans leur bureau. Quand ils descendent sur le terrain, c'est pour réprimander, au lieu d'attirer, de conseiller, de conduire cette industrialisation. Qu'est-ce qui manque à la Chambre de commerce et d'industrie et l'artisanat pour qu'elle puisse véritablement s'occuper de tous les secteurs pour lesquels elle a été mise en place? Moi, je pense qu'il manque un peu de jeunesse. Je pense qu'il manque un peu de nationalisme et de patriotisme. Je parle de jeunesse, nationalisme et patriotisme parce que je pense que les trois vont ensemble. Il faut dire qu'il y a cette génération-là, il y a des industriels à la Chambre de commerce. Hein, parce que si on vous égrène le nombre dans les 26, il y a beaucoup d'industriels dedans. Mais ils ne s'en préoccupent pas du tout. Ce sont les grandes entreprises. Ce ne sont pas les moyennes entreprises. Moi, je suis membre aujourd'hui de cette Chambre de commerce. Mais est-ce que j'assiste aux réunions? Non, je ne sais même pas quand est-ce qu'elles se passent. Donc, la survie des PME n'est pas une préoccupation majeure pour la Chambre de commerce? Pas du tout. Et ils se relancent tous la balle. Ils vont vous dire à la Chambre du commerce que oui, mais c'est le problème du ministère de l'Industrie. Après, le ministère de l'Industrie va vous dire oui, mais on n'a pas de fonds pour assurer, et c'est vrai, pour assurer par exemple, normalement le ministère de l'Industrie devrait être le ministère par exemple pour accompagner les champions en industrialisation. On est d'accord là-dessus qu'on parle d'industrialisation. Mais maintenant on a le bureau de mise à niveau qui fait la même chose, qui dit faire la même chose, mais qui fait la mise à niveau de l'immatériel. Et non du matériel. Et non du matériel, et non de la chaîne de production. Non de la chaîne de production. Alors, est-ce qu'il y a une place qu'on accorde véritablement aux Camerounais, aux entreprises camerounaises, dans ce plan d'industrialisation du Cameroun? Est-ce qu'on ne fait pas la part belle aux investisseurs étrangers plus qu'aux nationaux? Je pense qu'on fait la part belle aux investisseurs étrangers plus qu'aux nationaux. Mais maintenant, de l'autre côté, est-ce que les nationaux veulent vraiment investir? Quand moi j'entends tous les jours, oui, on a pris le plan épervier. C'est bien beau les plans éperviers et tout ça. Mais quand l'argent va plus vers l'extérieur, il faudrait investir à l'intérieur du pays, créer
des entreprises qui permettent la création d'emplois et de richesses, qui vont permettre aux jeunes de s'occuper, qui vont permettre, moi j'ai dit, ou alors, dans ce cas, que les Gabonais, quand il y a une fuite de fonds chez les Gabonais qui viennent investir au Cameroun, que les Camerounais, quand il y a une fuite de fonds, qu'ils aient investi en Guinée équatoriale, et du coup, on va avoir une zone CEMAC qui va devenir homogène à un moment ou à un autre. Je dis ça comme ça en rigolant, mais c'est très sérieux cette histoire-là. Les Camerounais eux-mêmes n'ont pas encore compris que l'industrialisation du Cameroun leur appartient. Il faut aussi que le gouvernement crée des conditions favorables à l'émergence de cette industrialisation. Merci Audrey Chicot d'être venue sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes promotrice et chef d'entreprise, une entreprise spécialisée dans la fabrication mécanique et la maintenance industrielle. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous dans une semaine pour une nouvelle édition de Tendance économique.